Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne-Julie Vaillancy-Sevix, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie et je travaille actuellement au CHU de Nice. Alors je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, il est vrai que j'aurais préféré être là en présentiel mais malheureusement cela n'a pas été possible. Donc je suis avec vous de tout cœur par la pensée et je vais vous parler aujourd'hui plus en détail des aidants et j'espère pouvoir vous donner peut-être des idées que j'espère être innovantes pour l'accompagnement des patients évidemment avec une maladie d'Alzheimer, avec des troubles du comportement, des problématiques émotionnelles, cognitives et comportementales et la répercussion que cela peut avoir sur les aidants. Donc quelle est la prise en soin qu'on peut proposer aux aidants, qu'est-ce qui nous paraît le plus adapté et j'espère pouvoir vous donner quelques pistes. Mais alors avant de commencer, qu'est-ce qu'un aidant ? Eh bien tout simplement, un aidant familial, comme cela s'appelle, est désigné dans une famille lorsqu'un proche est atteint d'une maladie chronique ou alors d'une pathologie neurocognitive comme la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Ce qui est important de savoir, c'est que les aidants ont bien évidemment des droits et ça fait quelques années que les travaux autour de ces droits évoluent en France. Il est par conséquent important de savoir qu'il existe des aides et que cela évolue depuis maintenant quelques années. Les aides peuvent être spécifiques, elles peuvent être par exemple financières, il peut s'agir de congés pour les personnes qui sont encore en activité professionnelle et cela va dépendre évidemment de la situation personnelle, aussi professionnelle, de la situation familiale. Et les aides peuvent être de différentes natures, comme par exemple dans les activités de la vie quotidienne, pour la gestion par exemple des courses, pour la gestion du ménage, mais également la charge administrative. Il existe par ailleurs plusieurs définitions de ce que peut être un aidant. Mais sans rentrer dans des détails, il est important de savoir qu'en France, en 2023, on compte entre 9 à 11 millions d'aidants. Et d'ailleurs, d'après une étude de l'adresse qui est assez intéressante, on se rend compte que ce sont majoritairement des femmes ou des filles qui sont placées à ce rôle d'aidant. Il s'agit alors de réelle solidarité intergénérationnelle. Alors on comprend aussi que ce rôle peut parfois être épuisant. Quand il s'agit de s'occuper d'un proche, comme la thématique qui nous intéresse aujourd'hui en perte d'autonomie, eh bien ça va être un support moral, un support physique, une aide qui va être constante. En plus parfois de gérer sa propre famille, eh bien on va s'occuper de son proche. Et puis il y a aussi évidemment pour la plupart des aidants une activité qui va être aussi professionnelle, qui va être encore engagée. Et on en arrive à des choses très très difficiles, à un épuisement physique mais également psychologique qui peut conduire à de gros problèmes de santé puisque l'aidant va même finir parfois par délaisser sa propre santé physique ou mentale au profit de la personne qu'il prend en soin. Donc être aidant nécessite parfois d'avoir quelques appuis, d'avoir une aide et un soutien, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Il existe de nombreuses solutions de répit, comme par exemple lorsqu'on s'occupe d'un de nos proches atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et que les troubles comportementaux sont au premier plan, comme par exemple des solutions de répit, d'accueil de jour ou d'accueil même en établissements médico-sociaux comme certains EHPAD qui proposent des moments de répit. Nous avons également la chance sur le territoire français d'avoir des associations comme France Alzheimer qui proposent de nombreuses activités qui ont pour vertu de stimuler les personnes âgées, notamment dans les activités de la vie quotidienne, de réduire les troubles du comportement et de permettre aux aidants de souffler. Mais pas seulement. Il est également important, en tant qu'aidant, lorsque cela est possible, de recevoir le maximum d'informations autour de la maladie de son proche, de recevoir des outils concrets pour mieux gérer ses propres émotions tout simplement, parce qu'il est également humain de se sentir épuisé, se sentir parfois agacé, complètement sous l'eau et en grande difficulté par rapport à un trouble du comportement précis par exemple. Si l'on imagine une agitation en plein milieu de la nuit, c'est pas forcément évident de gérer son proche et de savoir comment réagir à ce moment-là. C'est pour ça que, en plus du temps de répit, qui est extrêmement important, la prise en soin de sa propre santé, il sera également important d'éduquer, d'informer et de sensibiliser les aidants. C'est d'ailleurs dans ce contexte que j'aimerais vous présenter une étude clinique que nous avons pu mener au CHU de Nice dans le cadre du projet Bien vieillir Nice 2030 qui s'appelle Psydoma, psychologue à domicile pour les personnes avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée et les aidants.
Cette étude, qui est une étude de faisabilité, qui a été publiée récemment dans un journal en anglais, est assez intéressante et pourra certainement donner quelques idées et quelques stratégies à mettre en place, d'un côté pour soulager les troubles du comportement dans ces pathologies, et puis d'un autre côté pour aider également et accompagner au mieux les aidants. Si l'on s'intéresse maintenant un peu de plus près aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, on sait qu'en cas de trouble du comportement, évidemment on va mener une enquête étiologique autour du trouble, c'est-à-dire en comprendre et en rechercher les causes. Et puis lorsqu'on n'est pas face à quelque chose d'urgent sur le plan somatique, il est recommandé de toujours mettre au premier plan les interventions dites non médicamenteuses. Et bien c'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de cette étude. Cette étude s'est déroulée donc sur la ville de Nice et sur les communes limitrophes avec une équipe de psychologues, de gérontopsychologues et une infirmière coordinatrice. Nous avions également une ergothérapeute dans notre équipe. L'objectif premier était d'intervenir au domicile de personnes qui présentaient des troubles du comportement. Alors, ces personnes-là ont été visitées pendant 7 mois, 3 fois par semaine. Un projet d'accompagnement personnalisé a été réalisé de la même manière qu'on peut le mettre en place en accueil de jour ou dans les établissements de type EHPAD, avec les préférences de la personne, les habitudes de vie, etc. On a pu également mener cette enquête dont je vous parlais tout à l'heure autour de l'origine du trouble pour se mettre d'accord avec les aidants, avec le patient bien évidemment, toujours dans la recherche du consentement, pour mettre en place une ou plusieurs interventions non médicamenteuses qui avaient pour objectif de réduire le trouble qui était ciblé. Ça, c'est une première des choses. Donc les gérontopsychologues avaient avec elles dans leur véhicule des grosses valises qui contenaient tout le matériel pour mettre en place les interventions non médicamenteuses prévues. Bien évidemment, nous avons évalué l'effet de ces approches-là, l'effet de l'accompagnement psy-DOMA avec des outils psychométriques comme par exemple l'inventaire neuropsychiatrique, le NPI, et avec d'autres échelles comme par exemple l'échelle d'agitation de Cohen-Mansfield, le CMAI. D'un autre côté, on s'est aussi intéressé, comme je vous le disais, à ce qui est très important pour nous, les aidants. Les aidants ont pu évidemment assister aux interventions non médicamenteuses qu'on mettait en place, comme par exemple la musicothérapie, l'art-thérapie, les ateliers de gym douce ou encore de la stimulation cognitive à l'aide d'applications qui étaient directement mises en place sur les tablettes. Mais pas seulement. Les aidants acceptaient, en tout cas pour la plupart des aidants qui ont été inclus dans l'étude, de participer à des modules réduits de psychoéducation. Quels étaient l'objectif de ces modules? Eh bien, ils étaient au nombre de 3. Le premier était vraiment sur le répit. Est-ce que moi, en tant qu'aidant, je suis capable d'identifier les signes d'alerte qui montrent que je suis dans une posture où j'ai besoin de répit? Est-ce que je sais communiquer avec mon proche? Est-ce que je connais toutes les stratégies? Est-ce que je suis capable de mieux communiquer en mettant en place de nouvelles stratégies ou de nouveaux comportements? Et puis pour finir, la gestion des émotions, puisque c'est quand même central. À un moment donné, les troubles du comportement nous épuisent en tant qu'aidant et c'est bien normal d'avoir des stratégies aussi pour mieux gérer mes émotions. Parce que si je ne gère plus mes émotions, forcément, par ricochet, cela va influencer sur les troubles du comportement de la personne. Donc si je résume, nous avions une première partie de la prise en charge vraiment basée sur des interventions non médicamenteuses personnalisées et évaluées pour la personne malade. Et puis de l'autre côté, nous avions cette prise en charge de psychoéducation avec les aidants que l'on faisait naturellement à domicile. Alors, vous devez peut-être vous dire, mais 3 fois par semaine, pendant 7 mois, c'est quand même une prise en charge assez longue. Effectivement, c'est comme ça qu'a été rédigé le protocole. Nous nous sommes posé la même question et au final, à part 1 ou 2 couples qui étaient inclus de binômes, on va dire, qui étaient inclus dans notre étude, eh bien, les binômes aidants-aidés étaient ravis d'avoir ces interventions à domicile. Ce que j'ai oublié de dire et qui est très important aussi, c'est que lorsqu'une psychologue prenait en charge Madame D, par exemple, pour un trouble du comportement de type agitation motrice, avec une intervention non médicamenteuse adaptée pour elle, ici je prends un exemple au hasard, mais on va dire la musicothérapie, pardon, puisque cette personne peut-être dans son histoire de vie, eh bien, appréciait jouer d'un instrument.
Eh bien, l'autre psychologue ou l'infirmière coordinatrice pouvait être également au domicile, dans une autre pièce avec les dents. Et pendant ce laps de temps, eh bien, on utilisait nos tablettes numériques avec notre programme de psychoéducation qui lui aussi a été évalué. Que pouvons-nous dire maintenant en termes de résultats de cette étude? Eh bien, sur les 20 couples aidants-aidés que nous avons pu suivre pendant les 7 mois de l'étude Psydoma, on remarque une réduction significative du nombre de troubles du comportement sur le score total du NPI, vous savez, de l'inventaire neuropsychiatrique. On remarque également une réduction entre le début de l'accompagnement pour tous les couples et la fin de l'accompagnement sur les signes d'agitation dans l'échelle de Cohen-Mansfield. Et puis on retrouve une réduction qui est non significative, mais bon, on peut dire aussi qu'on est sur un petit effectif avec seulement 20 aidants aidés qui ont été suivis. On retrouve donc une réduction de ce qu'on appelle le fardeau de l'aidant, l'épuisement de l'aidant. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le modèle est intéressant, ça reste une étude de faisabilité sur un faible nombre de sujets. Il y a d'autres paramètres qui seraient à prendre en considération parce que dans cette étude, on n'a pas voulu comparer l'effet de la musicothérapie par rapport à l'art-thérapie. C'était vraiment pas le but, c'était au contraire d'aller au plus près de la personnalisation de ces interventions non médicamenteuses, de faire intervenir une équipe hospitalière qui va se déporter sur le domicile pour réduire le nombre d'interventions médicamenteuses de contention comme celles qu'on a pu évoquer, notamment sur les urgences. Alors on a eu peu d'événements jugés indésirables dans cette étude et les personnes étaient plutôt satisfaites. Maintenant, il faudrait aller plus loin, mais ce qui est sûr, c'est que ces interventions non médicamenteuses, hélas, ce n'est plus à démontrer, même si dans la littérature scientifique, on a encore du mal à démontrer un bon niveau de preuve sur certaines d'entre elles. Mais on sait aujourd'hui que notamment l'atelier de réminiscence, on va remettre la personne dans ses souvenirs anciens, eh bien, a montré un certain niveau d'efficacité, tout comme l'activité physique adaptée ou encore la musicothérapie. Donc j'espère que ce programme Psydoma vous aura plu et permettra de donner des idées à certains, notamment sur l'accompagnement des aidants. Ce que j'ai pas dit également, c'est que derrière, on avait tout un réseau avec France Alzheimer, notre principal partenaire, avec la Fondation Médéric Alzheimer, qui nous a beaucoup accompagnés pour justement faire en sorte de rendre le système un peu plus lisible. Et ce sera aussi ma phrase de conclusion, parce que parfois il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais finalement les aidants, eux, n'ont plus la place psychique dans leur esprit pour savoir vers qui se tourner, savoir qui je dois appeler à tel moment. Et c'était très important, le temps qu'on a pris en tout cas dans cette étude, pour montrer les dispositifs existants et surtout les accompagner pour leur donner plus de lisibilité dans leur choix et de faire en sorte de réduire au maximum cet épuisement et ce fardeau. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de colloque et j'espère vous retrouver bientôt. Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute question. Vous pouvez m'adresser un mail et ce sera avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.